retrouve à nouveau pour une nouvelle table ronde sur l'innovation. Et pour cela, j'accueille tout de suite Eva Aubry, avocate associée de CMS Francis Lefebvre, Arthur Barichard, qui est directeur du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, Raphaël Sanchez, président de Generix, qui propose des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Vous allez nous expliquer ça et je vous laisse vous installer. Et Aude Vicaire, qui est directrice générale de MarketPay Tech, qui propose des prestations en matière de services de paiement. Bienvenue à vous quatre. Alors, comme je le disais, on a parlé déjà un peu d'innovation, mais juste pour dresser un peu le tableau, comme d'habitude, on peut dire que, par exemple, près de 35% des ETI du secteur de l'aéronautique française étaient engagés dans des activités de R&D en 2020, contre 23,6% de l'ensemble des entreprises du secteur. Donc, elles sont devant. Et on voit que l'Europe dispose d'ETI, avec les ETI, d'un potentiel d'innovation conséquent, recherche-développement, brevets, chercheurs de haut niveau, des talents. Donc on voit que les atouts ne manquent pas. Et pourtant, et on l'a dit plusieurs fois, l'Europe peine souvent à rivaliser avec les États-Unis ou la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Europe est mal positionnée de ce côté-là? Est-ce qu'elle n'arrive pas à pousser l'innovation comme il le faudrait? Est-ce qu'on peut libérer davantage l'innovation au sein des ETI, la financer davantage? C'est ce qu'on va voir avec vous. Et je vous propose de commencer avec les entreprises, parce que c'est toujours assez parlant de voir ce qui se passe au niveau des entreprises. Et je me tourne vers vous, donc Raphaël Sanchez. Comment est-ce que vous traitez la question de l'innovation chez vous, chez Generix? Avec qui vous travaillez? Et si j'ai bien compris dans nos échanges auparavant, il y a une petite question de souveraineté quand on parle de numérique, quand on parle de tout ça, parce qu'on est très dépendant des États-Unis, de la Chine, ça ne surprend personne. Comment on fait avec tout ça? Comment vous traitez ces questions-là? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci de nous recevoir. Alors en premier lieu, Generix, qui nous sommes, on est effectivement une entreprise de la tech française qui propose des logiciels dans la logistique, la supply chain et la finance. On a la chance d'être présent physiquement dans 12 pays à travers le monde et majoritairement en Europe. Donc on est une ETI de 1000 personnes européenne. Alors l'innovation, j'ai tendance à dire que nous, notre métier dans la tech, évidemment, c'est de produire de l'innovation. Par contre, avec qui on le fait? Avec nos clients, puisqu'on a une vision extrêmement pragmatique de la chose. C'est ce que je qualifie d'innovation de terrain. Nous, notre objectif, c'est d'innover, mais de la commercialiser le plus rapidement possible. Alors on s'appuie sur nos clients, mais pas que. Vous avez raison, un écosystème, et notamment les géants américains. Pourquoi? Parce qu'ils nous fournissent la puissance de calcul pour pouvoir exécuter ces applications et aider nos clients à grandir et à s'étendre. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet de dépendance. Moi j'ai tendance à dire qu'on a surtout, on va dire, un sujet, une problématique de taille. Et ça a été évoqué précédemment. Pourquoi? Parce que vous voyez, Generix a 3 grands concurrents américains qui se partagent à eux seuls l'ensemble des États-Unis. Là où nous, une société, une ETI comme Generix, on a un concurrent en France et les 3 Américains. Quand on va en Allemagne, on a un concurrent allemand et les 3 Américains. Quand on va en Espagne, Generix a son concurrent espagnol et les 3 Américains. Donc notre marché, il est fragmenté. Et si vous voulez, le vrai sujet de taille est critique, puisque nos concurrents américains, ils dépensent 3, 4, 5 fois notre chiffre d'affaires en R&D, en recherche et développement. Donc le sujet de souveraineté, je crois que Natacha Polony l'a dit, c'est la liberté, c'est la capacité à financer cette innovation. Et là aussi, c'est pas évident. Avant nous, il y avait la BPI qui était là, donc on allait faire le tour des banques, des prêteurs pour trouver des moyens de financement. Et figurez-vous que là aussi, l'année dernière, on a eu beaucoup de chance, puisqu'on s'est adressé finalement aux Américains, à 6 Américains. On a eu 5 offres supérieures à 100 millions, dont celle qu'on a acceptée à 150 millions d'euros. Donc on peut financer l'innovation. Alors une fois qu'on a dit ça, oui, il y a une dépendance technologique et financière, mais le plus important, et pour conclure, c'est qu'il y a quelque chose d'assez révolutionnaire, pour nous en tout cas, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nous, notre outil de production, c'est du code. On fait des 0 et des 1. Et l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est comme si j'avais 1000 ingénieurs supplémentaires avec le QI d'Einstein pour nous aider à développer des applications. Et là, ça nous remet peut-être un peu plus sur la même ligne de départ que certains géants américains. Donc on envisage l'avenir, on va dire, avec optimisme. Grâce à l'IA notamment. Dépendance technologique, dépendance financière, les atouts de l'IA, c'est comme ça que vous ressentez les choses de votre côté, Aude Vicaire, donc chez MarketPay Tech? Oui, alors peut-être quelques mots sur MarketPay tout d'abord. Donc MarketPay est une
fintech de paiement, né d'un grand retailer français. On est présent en Europe sur 10 marchés. On va revenir sur le côté multilocal de l'Europe. Et donc, on fournit des solutions de paiement aux commerçants, aux institutions financières et aux distributeurs. Voilà, et donc on a 400 personnes, donc un peu plus petit que vous, présents donc sur 10 marchés et avec des gros centres de développement en France, à Caen, on en parlait précédemment, à Paris, mais aussi en Pologne, en Lituanie et au Danemark. Donc vraiment un acteur européen, avec toutes les problématiques et toutes les opportunités que cela apporte. Donc sur la partie innovation, je dirais qu'on est presque condamné à innover, de par la taille qu'on a, mais qui est aussi à la fois un atout. C'est-à-dire que comparé à des acteurs, typiquement institutions financières, beaucoup plus fortes, beaucoup plus grosses, avec de plus gros capitaux, finalement on a une agilité, une rapidité de décision qui nous permet d'innover, qui nous permet de tester, parfois de se tromper, mais en tout cas d'avancer. Et ça, je dirais que c'est un atout clé qu'on a en matière d'innovation, de par notre taille et cette agilité. Ça, je pense que c'est essentiel. Après, effectivement, le passage à l'échelle, c'est un des gros enjeux, une des grosses difficultés qu'on rencontre, avec à la fois cette ambivalence évoquée aussi ce matin lors de notre panel. Finalement, l'Europe, on est 27, mais c'est 27 marchés unitaires. Ce n'est pas un marché européen, en tout cas dans le paiement, c'est clairement pas le cas. Et je pense que d'autres se reconnaîtront dans cette salle. Ça veut dire un investissement pour chaque nouveau marché, et on est confronté aussi finalement à une compétition à chaque fois, dans chaque nouveau pays, une compétition locale, très finalement petite, mais locale, et passer à l'échelle en disant en fait on veut devenir un géant européen, ça veut dire qu'il faut être aussi fort que 27 acteurs locaux et aussi que les géants américains qui sont aussi présents en Europe. Donc le challenge est quand même de taille, d'où cette obligation d'innover, de se démarquer, de capitaliser sur nos forces. C'est et à la fois innover dans notre capacité de développement. Donc là, on rejoint effectivement l'intelligence artificielle, l'automatisation, réfléchir à des solutions, parce que on parlait aussi des normes et de la réglementation un peu plus tôt. Là aussi, c'est à la fois un bon vecteur d'innovation, parce que on n'a pas le choix que de trouver des solutions qui nous permettent de à la fois répondre à la réglementation qui est assez forte dans le domaine du paiement, bien entendu, aux normes qui sont multipliées par le nombre de pays, et voilà, une nécessité, là aussi, pour passer à l'échelle, de nous trouver les moyens d'être plus efficaces, et aussi innover, mais l'innovation utile, là je rejoins ce point-là, c'est pas innover pour la beauté du geste, c'est innover pour vendre mieux, moins cher, se démarquer, et là on le fait, enfin pour moi, on n'innove pas seul, on innove beaucoup avec nos clients, avec nos partenaires. On parlait effectivement de la facturation électronique, ça nous a permis d'accompagner nos clients qui s'occupent de la facturation électronique et qui ont attaché la brique paiement à leur propre offre de valeur. Donc finalement, on leur a permis à eux d'innover et de nous embarquer au passage. On a accompagné un autre client sur, là aussi, qui construit des bornes de paiement. On a incorporé le paiement, des bornes de commande. Vous allez chez tout ce qui est fast-food, vous commandez votre menu, souvent c'est digital. Finalement, il n'y a même plus de terminal de paiement. Maintenant, vous payez directement sur la borne. Donc là, il y a toute une réflexion industrielle. Trouver la borne, comment ça fonctionne, ajouter le paiement. Et ça, on l'a construit ensemble avec le software, notre brique paiement, le hardware. Donc on est capable d'innover tous ensemble. J'ai juste une question en réaction avec ce que vous disiez sur la concurrence européenne. Est-ce que c'est pas paradoxal quand même? Parce que s'il n'y a pas de concurrence, il y a peut-être un peu moins d'innovation. Et est-ce qu'on peut éviter de se faire concurrence tout en innovant? Au niveau européen, je parle. Alors oui, la concurrence, c'est sain. Ça permet de se dépasser, ça permet de repousser les limites, ça permet d'innover. Après, ce serait mieux d'avoir une concurrence, encore une fois, aux bornes de l'Europe, et finalement de construire ces géants européens pour pouvoir avoir les moyens de se battre avec des géants américains. Donc les champions européens à venir, quoi. Ouais, je partage le point de vue. Je pense qu'on a tout intérêt à créer des champions, des Airbus. Je pense que si Airbus n'existait pas, Boeing serait encore plus fort que ce qu'ils sont. Ce qui est assez rigolo avec l'Europe, c'est que oui, il y a une concurrence en Europe, les Européens, mais également les Américains. Et c'est quand nous, on va vendre hors d'Europe qu'on a une proposition de valeur européenne. Ça veut dire quelque chose d'être européen. On a fait un dossier en Argentine, être européen, une proposition de valeur. Quand je suis en Europe, être européen a moins de valeur, et souvent j'ai des Américains en face. C'est paradoxal, non? Intéressant, en tout cas, l'image qu'on a.
Arthur Barichard, vous êtes à la tête du Conseil donc, de l'IA et du numérique, donc bien placé pour parler de souveraineté dans ces domaines. Si on peut revenir sur de la sémantique, soyons un peu sur ça. Quand on parle de souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et est-ce qu'on peut imaginer une souveraineté 100% Europe? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on est sur le chemin ou pas? Quand on voit que on est obligé d'aller chercher des outils, des applis qui appartiennent plutôt aux Américains ou aux Chinois. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, Arthur Barichard, directeur du Conseil de l'IA numérique, qui est le think tank du gouvernement sur ces questions de transformation du numérique et d'intelligence artificielle, et la souveraineté est au cœur des réflexions actuelles. En réalité, en France, elle est assez prégnante depuis plusieurs années. Je pense qu'on avait moins d'écho dans certains pays, y compris au sein de l'Union européenne, quand on évoquait les enjeux d'autonomie stratégique. La géopolitique et les événements récents ont quand même aidé à pousser cet agenda. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est assez simple, et je pense que vous venez de le décrire. Et pour une entreprise, être souveraine, c'est déjà avoir le choix. C'est la capacité d'innover, d'être libre de le faire et de ne pas innover dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Et c'est à l'échelle macro comme l'échelle micro, mais ne serait-ce qu'un auto-entrepreneur qui veut créer des contenus sur une plateforme en ligne, il innove pas chez lui à l'heure actuelle, il innove sur un réseau social ou sur YouTube. Et si demain la plateforme décide de tripler les prix, derrière il n'a plus de marge. Donc être souverain, c'est à quel moment je suis libre d'agir et de faire. À l'échelle de l'État, c'est un petit peu différent, et plutôt que de parler de souveraineté, c'est comment réduire nos vulnérabilités. Et sur le numérique, elles sont encore nombreuses, c'est un fait. Si on parlait d'intelligence artificielle, il y a quand même des motifs d'espoir sur certaines couches de la chaîne de valeur, à l'image des modèles. Aujourd'hui, on a moins de crainte quand même d'avoir au hasard juste ChatGPT ou Claude. Il y a des acteurs alternatifs aux États-Unis, il y en a qui ont percé. En France, on a évidemment Mistral. Au Japon, vous avez Sakana AI. Au Canada, vous avez Cohere. Mais sur d'autres segments, et si on prend par exemple le cloud, qui est un exemple que vous connaissez toutes et tous parfaitement, on a encore plus de 70% de nos données en Europe qui sont hébergées aux États-Unis, et avec une offre, même s'il y a des acteurs français, européens qui sont positionnés, on connaît tous pour la plupart OVH, c'est une grande vulnérabilité. Et je passe sur les enjeux évidemment plus hardware, de semi-conducteurs, etc. Donc, et est-ce que c'est rattrapable ça? Est-ce qu'on a perdu la course, ou est-ce qu'on peut rattraper un petit peu ce retard, ou en tout cas cet état de fait? Il y a deux choses. Est-ce que c'est rattrapable? Oui, il faut tendre vers ça. Mais la réponse, si on est tout à fait honnête, c'est qu'il serait illusoire de penser que du jour au lendemain, on peut être souverain. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne sera jamais 100% souverain sur l'ensemble du stack. Et d'ailleurs, il n'y a aucun pays au monde, à part probablement la Chine et les États-Unis, qui peuvent prétendre l'être. La question, c'est d'être plus autonome, et probablement d'avoir une autonomie numérique ouverte et des partenariats ciblés avec d'autres pays qui sont dans la même situation que nous et qui poursuivent vers cette fameuse troisième voie qu'on essaye d'incarner depuis des années. Le Canada, le Japon, la Corée, l'Union européenne, et d'avoir des partenariats plus ciblés. Maintenant, la prise de conscience est réelle, et de fait, on œuvre au quotidien avec des initiatives concrètes. Il y a un observatoire pour la souveraineté numérique qui a été lancé, qui vise à identifier justement auprès des PME, TPE, ETI, grands groupes, et aussi au sein de l'administration, parce que la souveraineté, c'est aussi une question pour les agents publics au quotidien. Jusqu'à très récemment, on utilisait tous discrètement ChatGPT aussi pour faire nos notes, ce qui n'est pas glorieux, mais c'est un fait. Donc d'identifier... On le fait tous, finalement. On le fait tous, sauf que bon, quand c'est des notes pour le ministre, c'est un petit peu moins sympa. Mais quand il s'agit de réduire les vulnérabilités, il faut déjà les évaluer concrètement. Et après, il y a des décisions fortes qui doivent être prises en termes d'accompagnement et de politique industrielle, mais aussi en termes de régulation. Et il y a des débats à l'échelle européenne qui ont été initiés. Il y a eu un sommet sur la souveraineté numérique à Berlin en novembre dernier, et qui pose très clairement la question du faut-il instaurer une préférence européenne dans les marchés publics sur le numérique. La France est hyper allante désormais là-dessus, les Allemands un peu moins à l'heure actuelle, mais c'est un débat qui, je pense, c'était un gros mot il y a quelques années objectivement au sein de l'Union européenne. Et maintenant, on conçoit que c'est une façon de se protéger. Juste pour terminer, au sein du Conseil, vous avez fait aussi une consultation auprès des citoyens, et on voit qu'il y a des fortes inquiétudes sur ces sujets de souveraineté. Enfin, c'est pas étonnant puisqu'on en parle de plus en plus. Oui, clairement, c'est une consultation citoyenne il y a quelques mois pour bâtir notre programme de travail.
et à plus de 60% quand on parle des enjeux liés au numérique dans l'économie, ce qui ressort, c'est les inquiétudes en matière de souveraineté. Moi, j'ai pas le choix pour ma suite Office, j'ai pas le choix pour héberger mes données, quelles sont les alternatives, etc. Donc, à nouveau, et sans même parler de solutions, on voit que la prise de conscience est réelle et qu'elle est en France, à l'étranger, mais qu'elle est aussi chez tous les acteurs désormais. Donc il faut agir. Eva Aubry, vous êtes avocate associée. Est-ce que vous voyez ce type de dossier? Est-ce que vous traitez ce type de dossier lié aux dépendances qu'on a et qui peuvent être sujettes à contentieux, j'imagine? Et puis j'avais envie de vous demander, puisque là on parle de régulation, beaucoup de régulation, est-ce que ça empêche le business? Parce qu'il y a toujours cette idée aussi, l'Europe veut réguler, mais du coup elle se prive un peu de business. Comment on fait? Comment on agit de ce côté-là? Merci. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis avocate associée au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Donc en 2 mots pour vous situer mon activité. Donc CMS, c'est un réseau d'avocats, de cabinets d'avocats essentiellement au sein de l'Union européenne et un réseau d'avocats d'affaires. Et Francis Lefebvre est un cabinet historiquement de fiscalistes. Donc on arrive à la fiscalité au cours de cette journée et nous accompagnons nos clients à la fois sur leurs questions fiscales, mais aussi sur tout le droit des affaires qui concerne les ETI, puisque nos principaux clients sont les ETI et leurs dirigeants. Alors les questions de souveraineté dans les dossiers, moi je suis une technicienne du droit, donc c'est pas quelque chose sur lequel je pourrais élaborer d'un point de vue économique. En revanche, ce que je peux dire, c'est que le législateur essaye, peut-être efficacement, on peut en discuter, mais en tout cas essaye de proposer des dispositifs aux entreprises d'aide à l'innovation et de soutien de l'innovation, d'une part du côté des dépenses, donc vous connaissez tous le crédit d'impôt recherche et je pense, on y reviendra peut-être après, que vous l'utilisez, alors est-ce suffisamment ou pas, et puis côté aval, lorsque la recherche a atteint ses objectifs et a abouti, la fiscalité des revenus issus de la recherche et notamment des produits de la propriété industrielle, puisque nous avons depuis quelques années un régime qui a été réformé, que vous connaissez peut-être, qui est le régime qu'on appelle de l'IP Box, donc le régime de taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les produits de la propriété industrielle. Donc souveraineté, je pense que vous avez des intervenants qui sont bien plus à même de répondre à cette question-là, mais incitation à plus de souveraineté et donc à plus d'innovation, oui, le législateur œuvre dans ce sens-là. Alors, au niveau français, oui. La question c'est est-ce qu'on a une uniformisation au niveau européen et est-ce qu'on est efficient dans la façon dont on fait les choses? Première réponse à la première question, non, il n'y a pas d'uniformisation puisqu'il y a autant de systèmes de crédit d'impôt recherche et d'incitation à la recherche qu'il y a de pays au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose d'uniformisé? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et alors, est-ce que côté financement, les ETI sont particulièrement ciblés? Vous avez parlé du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation. Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques ou pas? Ou est-ce que les ETI arrivent à piocher dans ces propositions de soutien à l'innovation? Alors, le crédit d'impôt recherche ne vise pas spécifiquement les ETI. Donc ça, c'est un point important. Et dans les chiffres que l'on a, le crédit d'impôt recherche, c'est environ 30 000 entreprises qui en bénéficient. C'est plutôt des grandes entreprises? Alors, oui, mais c'est surtout les PME. C'est-à-dire que dans ces 30 000 sociétés, vous avez essentiellement des PME, plus de la moitié, qui en bénéficient. Vous avez les grands groupes et vous n'avez qu'une part très résiduelle, à peu près 15% de sociétés qui sont des PME. Donc, est-ce que les ETI, pardon, qui sont les ETI. Oui. Donc, est-ce que les ETI s'emparent suffisamment de ce dispositif qui est le crédit d'impôt recherche? Je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des réflexions à mener au niveau des ETI pour vérifier que ce système est suffisamment bien utilisé en interne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un frein dans la complexité du dispositif? Alors, il est facile à énoncer, le crédit d'impôt recherche, c'est un crédit d'impôt de 30% des dépenses de recherche. Donc, c'est quand même une aide assez massive. Mais ensuite, c'est évidemment sa mise en œuvre, comme toujours, qui est source de complexité,
de difficultés, de réflexion et parfois de contentieux. Et donc l'administration fiscale est évidemment extrêmement vigilante, sachant qu'en termes de chiffres, à nouveau, le crédit d'impôt recherche, c'est par an une créance des entreprises sur l'État de 7 à 8 milliards d'euros. Et quand on voit cette année que la surtaxe d'IS qui a touché les grandes entreprises et parfois des PME, hein, puisque le seuil d'assujettissement c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on voit à rapporter exactement cette somme-là. Donc la recette de la surtaxe est égale à la créance de crédit d'impôt recherche qui est due par l'État aux entreprises. Donc on a un système de vases communicants. Et on peut se dire que finalement la fiscalité est très élevée en France et qu'on a par ailleurs des dispositifs qui essayent d'atténuer cette fiscalité. Donc on fait un peu l'un et un peu l'autre. Et... Voilà. J'ai mes témoins de terrain, Raphaël Sanchez et Aude Vicard. Est-ce que vous avez recours à ce type de dispositif? Est-ce que c'est le parcours du combattant ou est-ce que c'est accessible pour vos entreprises? Alors oui, on y a recours. On y a recours pour la France, parce que c'est un dispositif effectivement très intéressant, mais très franco-français. Alors qu'on a pas mal enfin, on travaille encore une fois, j'ai des centres de développement aussi à l'étranger. Donc, je pense qu'il y aurait un intérêt à pouvoir bénéficier aussi de ça à une échelle un peu plus large, un peu plus européenne, un peu plus unifiée. Mais oui, on y a recours et on est accompagné aussi. Il y a des PME, des ETI qui accompagnent les entreprises comme nous pour faire cette déclaration, puisque finalement, on peut en bénéficier, mais il y a tout un formalisme à mettre en place qui n'est pas forcément notre métier. Enfin, puis surtout, on a autre chose à faire que remplir des dossiers administratifs. Et donc voilà, on est aidé sur cette partie-là par des gens dont c'est le métier. Et finalement, ça nous permet aussi d'identifier des terrains et je dirais presque des gisements, peut-être un peu moins, mais en tout cas, on peut faire de la recherche sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir en tirer des bénéfices. Ça ouvre des opportunités. Raphaël, c'est pareil pour vous ou... Alors, pas du tout, Ah. pas du tout, mais on ne doit pas être très doué, hein, clairement. On va peut-être créer d'ailleurs un agent IA pour faire la déclaration de CIR, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est Kafka. Alors peut-être que j'ai trouvé pire, puisqu'on a essayé de regarder un peu ce qui se passait en Europe et on nous a présenté un programme qui s'appelle le PERI, le Programme européen de recherche et d'innovation. Présentation un peu longue, mais pas de problème, j'avais une boîte de Doliprane, donc je suis allé jusqu'au bout. Et là aussi, un peu compliqué, mais certainement on a besoin d'aide. Ok, ça c'est certain. Mais là aussi, hein, ce que je veux vous dire, et c'est un message important, c'est qu'il y a possibilité de faire plus simple, certainement d'être mieux accompagné, parce qu'on bénéficie d'aide d'autres pays, je pense notamment au Québec, à Montréal, où on a une centaine d'ingénieurs, où là on bénéficie de programmes extrêmement simples, extrêmement rapides. Donc si le Québec arrive à nous accompagner, je suis sûr et certain que notre pays d'origine, la France, et qui plus est l'Europe, sera capable de le faire également. Aude, Eva et Arthur, peut-être une réaction. Est-ce que c'est possible de faire plus simple? Est-ce que c'est possible de faire plus unifié? C'est ce que vous disiez, hein, que c'est pas encore qu'on n'en prend pas forcément le chemin, mais ça serait plus facile pour les entreprises. Alors, ce que je dis à mes étudiants, ça vient de Maurice Causian, qui est un éminent fiscaliste qui n'est plus parmi nous, mais peut-être que vous l'avez étudié à la fac pour les juristes. Maurice Causian avait dit on va abroger le Code général des impôts. On supprime tous les impôts existants et on va créer la taxe sur le parapluie. Donc, chaque propriétaire de parapluie va payer une taxe pour financer les dépenses de l'État. Et donc, les anciens combattants ont levé la main en disant « mais moi, je voudrais une exonération parce que je n'ai pas les moyens de payer cette taxe, et puis les familles, et puis ci, et puis ça. » Et puis on arrive avec 2350 articles dans le Code général des impôts, 10 000 décrets d'application, 20 000 textes, etc. Donc, oui, le vœu pieux serait de simplifier tout ça, mais notre système fiscal est tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a évolué au gré des années et au gré de l'évolution aussi des acteurs. Et donc, on pourrait peut-être faire mieux, mais en tout cas, s'il y avait une recette, je pense que le gouvernement l'aurait trouvée. Compliqué de faire simple. Je voulais parler aussi des ressources humaines en matière d'innovation. On en a parlé pendant la journée. C'est pas toujours facile de trouver, de former des compétences ou d'avoir des compétences, des talents qui sont déjà formés. Peut-être commencer par vous, Arthur. Qu'est-ce que vous avez comme diagnostic un peu là-dessus? Est-ce que c'est facile de former les gens? Est-ce qu'on est en retard au niveau français, européen? Comment ça se passe? Parce qu'on a des beaux cerveaux, paraît-il. Paraît-il qu'ils vont un peu ailleurs parce qu'ils sont captés par de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vaste sujet. Ils vont ailleurs parce qu'ils sont mieux payés, hein, aussi. Hein. C'est assez
assez simple. Et si vous allez dans d'autres pays, les pays en voie de développement, ils nous disent on en a marre que vous nous piquiez vos cerveaux, et nos cerveaux partent aussi ailleurs. Mais sur le numérique et l'IA, oui, on a des atouts en matière de formation et historique. Après, le sujet n'est pas simple parce que les besoins sont réels, mais en réalité, et on voit bien en ce moment que les débats sont assez animés sur l'avenir des mutations de l'emploi du travail avec l'IA. On entend un petit peu tout et son contraire, et c'est normal parce qu'il n'y a pas un consensus très clair. Les premières tendances, ça y commence à se dessiner réellement dans la Silicon Valley. On voit véritablement la pyramide des talents un peu se tarir à sa base, à savoir notamment dans les métiers de l'informatique, où les profils juniors désormais sont moins recrutés, au profit des agents IA, etc. Et ce que cherchent les entreprises, ce sont des profils plus seniors qui sont capables d'encadrer ces pratiques et à terme de créer ce métier un peu de superviseur d'agent IA. Bon, ça pose plusieurs questions. Et d'une part, on a quand même souvent tendance à surestimer les conséquences sur le court terme. Si vous prenez le patron d'Anthropic, Dario Amodei, ça fait 2 ans qu'il dit qu'on est sur le point de bannir le métier de développeur. Il n'y en aura plus dans 6 mois. Donc certains disent qu'il ne faut même plus faire d'études. C'est pas ce que je conseillerais, donc on surestime le court terme. À l'inverse, je pense qu'on sous-estime sûrement le long terme. Il va y avoir de réelles et profondes transformations. Et donc, former, adopter, oui, mais observer aussi. Qu'est-ce qu'on adopte aujourd'hui? On lance beaucoup de plans d'adoption de l'IA et on dit on a raté le virage de la robotique il y a 20-30 ans, on a perdu beaucoup de points de compétitivité. Est-ce que l'IA générative est l'avenir et le changement de paradigme qu'on prévoit? Si vous demandez à Yann Lequin, il dit non, c'est déjà mort, c'est pas ça l'avenir. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'adopter dans les process. On voit bien que les agents IA ont fait des gains de compétitivité de temps énormes, mais il va falloir former au métier de demain aussi. Et les entreprises, je pense, sont en train de réfléchir à comment créer de la valeur en ayant ce bon équilibre, qui former, qui recruter. Et c'est un sujet très important, mais sur lequel, franchement, le consensus n'est pas encore très formé. Oui, c'est ce qu'on voit passer dans les études. Là, on parle de 5 millions d'emplois qui seraient impactés. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, côté entreprise, Aude et Raphaël, difficile d'envisager toutes les modifications, les évolutions que l'IA va donner sur ces métiers. Comment on forme ou on récupère des compétences pour l'innovation, pour tout ce qui est recherche-développement? Comment vous procédez? Alors, sur les compétences, c'est pas ce qui m'inquiète, parce que je pense qu'en France et en Europe, on a quand même des bonnes écoles, des bonnes formations, on a des gens qui ont la tête bien faite, donc on les trouve et on a les capacités d'adaptation. Et vous arrivez à les garder? Et on arrive à les attirer. On parlait pas mal pareil de Normandie, donc nous j'ai pas mal de développeurs à Caen, donc effectivement on arrive à les attirer, pareil en Pologne, pareil en Lituanie. Même des femmes, enfin même beaucoup de femmes. J'ai beaucoup de femmes développeurs en Lituanie, plus qu'en France. Donc on arrive à les attirer. Après, je dirais qu'il y a plus un sujet très concret, pragmatique et bassement matériel, mais le coût, les charges. Enfin, je ne parle pas de salaire, parce que finalement, presque à la fin, je vais mieux payer. Enfin, point de vue salaire du développeur, je pense que nos Polonais sont pratiquement mieux payés que nos Canais. En revanche, ils vont coûter beaucoup moins cher à l'entreprise. Donc là, je dirais que c'est quand même... Enfin, voilà. On a un vrai challenge en France de pouvoir attirer et finalement mieux rémunérer aussi nos talents, sans pour autant assassiner les entreprises. Je pense que c'est un point. Sujet charge sociale. Oui, tout à fait, exactement. Et ensuite, c'est comment former, continuer à maîtriser et dompter, je dirais, l'IA. Parce qu'on n'est qu'au début, il y a plein de choses. Enfin, j'ai aucune idée de comment on utilisera l'IA, ne serait-ce que l'année prochaine, et encore moins dans 5 ans. On va découvrir, il faut tester. Là aussi, on revient, avant de mettre des normes, c'est déjà d'expérimenter. Je pense que c'est clé. Et de trouver les usages. Et c'est en le faisant qu'on va les découvrir. Mais je pense qu'on a les capacités, justement, pour dompter, pour apprivoiser et pour maîtriser cela. Raphaël, pareil, même difficulté à continuer à former sur une matière qui, finalement, évolue chaque jour? Alors, en fait, même approche. C'est-à-dire que pour nous, d'ailleurs, on se pose même la question si le DRH de demain, c'est pas le DSI, le directeur informatique, ou si c'est pas la réciproque. Donc, je suis assez d'accord, moi, sur la partie expérience. Vous savez, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui se déplacent dans des taxis autonomes. Moi, j'ai pas trop envie d'observer, c'est-à-dire que j'ai envie de monter dans le taxi et de voir comment ça se passe.
Et je pense que pour l'IA, c'est pareil. Il faut qu'on apprenne à nos collaborateurs de travailler avec l'IA. D'ailleurs, on reçoit l'IA aujourd'hui comme des candidats. On a fait faire des entretiens à Copilot, à Claude, à Gemini. Et ils ont tous leur style, hein, d'ailleurs. Même en soft skills, c'est assez impressionnant. Donc, il faut vraiment avancer. Moi, je pense que ça va bouleverser nos vies, à toutes et à tous. Hein. J'ai 2 garçons et on en parle tous les jours. Et d'ailleurs, ça me rassure, parce que eux, ils utilisent l'IA. On est assez d'accord, et notamment dans l'IT, c'est vrai qu'on est à la recherche de seniors pour superviser l'IA. Il y a toujours la question du si j'ai plus de juniors, comment j'ai des seniors? Mais de la même manière, quand je vois les juniors, et là je repense à mes enfants, ils sont incroyables. Donc on se met en garde, nous aussi les seniors, pour adopter l'IA très rapidement. Parce que le challenge, il n'est pas que sur les juniors, il est en haut. Et là aussi, si on veut gagner cette course, eh ben, il faut adopter ça très très rapidement. Et donc la formation, les universités, l'IA doit être intégrée extrêmement rapidement, et je pense notamment à l'Europe sur cette matière. Eva, un commentaire sur les ressources humaines, sur les compétences? Alors, il y a plein de choses qui me viennent. C'est difficile de faire le tri. Ce que j'avais prévu de dire, c'est que les cotisations sociales en fait, de nos chercheurs, la part employeur est finalement compensée par le crédit d'impôt recherche de 30% dont je vous parlais. Donc on arrive au même constat qu'il y a une cotisation qui est créée et un système qui permet d'atténuer l'effet pour les entreprises. Et après, sur l'IA et les politiques de recrutement, nous, dans les cabinets d'avocats, c'est effectivement un enjeu, un challenge. Et nous sommes ETI, nous aussi, donc c'est important, c'est amusant de partager ça avec vous, parce que sur les matières juridiques, on a ce challenge-là à gérer auprès de nos jeunes, évidemment, mais qui seront nos seniors de demain. Donc on ne peut pas faire abstraction de leur formation. D'autant qu'on revient au sujet de la souveraineté, c'est-à-dire que si on donne toutes nos données à l'IA qui sont traitées ailleurs, ben on va perdre notre matière et notre souveraineté, y compris sur des domaines juridiques qui sont aujourd'hui préservés, puisque chaque État a son droit et a son dispositif juridictionnel propre. Alors là, j'ai envie, avec les 4 minutes 58 qui restent, de refaire un tour de table sur 2 questions principales, puisqu'on parle d'innovation. Le levier principal qui vous semble nécessaire d'activer pour libérer l'innovation au sein des ETI. Et puis peut-être une idée pour le second sommet européen des ETI qui a lieu le 11 mars l'année prochaine, s'il y a des choses justement innovantes à partager. Qui veut commencer? Rapidement, Aude. C'est toujours les femmes, mais non, on peut faire Raphaël hein, cette fois-ci, parce que là, c'était un... Aucun problème. Donc, nous, vous l'avez compris, c'est l'IA. Alors, je vais plutôt m'attacher à l'idée. Ce qui serait sympa, ça serait pourquoi pas de faire ce sommet européen des ETI avec les ETI françaises, pourquoi pas en Allemagne, en Espagne, ailleurs en Europe, et la réciproque est vraie. Je pense qu'il faut se regrouper, travailler ensemble et créer vraiment les champions européens. En tout cas, c'est notre conviction. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir derrière ça. Merci. Aude? J'aurais dû passer en premier parce que il piqué mon idée. Il vous a piqué l'idée. Non, le sujet du champion européen, enfin, je pense que c'est vrai. On voit que ça va vite, que l'innovation, quand même, quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis avec tout ce qu'on en sait et toutes les limites que ça peut avoir. Donc, c'est comment réussir à garder cette souveraineté, à construire à l'échelle européenne. Après, l'indépendance a un coût, la souveraineté, ça a un coût. Donc ça, c'est un vrai sujet politique également. Est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on a la volonté et les moyens de nos ambitions? Est-ce que c'est un coût ou c'est un investissement à terme? C'est un investissement, mais il faut, voilà, il y a des moyens derrière qui sont à mettre, je pense. Donc là aussi, à l'échelle européenne, parce que c'est pas, on n'y arrivera pas sinon. Et en revanche, message peut-être positif et d'espoir, c'est que je pense que nous, ici présents, les ETI, on a les moyens, parce qu'on est agile, on a des cycles de décision, encore une fois, qui sont très rapides, et ça, je pense que c'est une énorme chance, et ça dégage un vrai potentiel. Donc on a les moyens d'innover, on a l'agilité, on a la volonté. Donc je pense que, voilà, il y a une volonté. C'est déjà pas mal comme atout. Arthur, peut-être un levier vraiment pour libérer l'innovation pour les ETI? Ouais, un levier et une idée pour le prochain sommet. Le levier, mais je raisonne pour moi, donc pour les pouvoirs publics, je pense que la clé, c'est l'éducation. L'éducation, parce que peu importe l'IA de demain, qu'elle soit l'IA générative, l'IA physique,
que ce soit des opportunités ou des risques, parce que moi je travaille beaucoup sur les risques de l'IA, ceux qui s'en sortiront le mieux, les pays qui s'en sortiront le mieux seront les sociétés les mieux éduquées pour faire face aux risques, pour saisir les opportunités, etc. Et que c'est un enjeu qui se développe dès le plus jeune âge. Et une idée pour le prochain sommet, je pense que la question de la souveraineté, elle est très pertinente, et le président de la République avait été très clair à Berlin, c'est que les pouvoirs publics peuvent faire mieux, doivent faire mieux pour la souveraineté, avec des régulations plus adaptées, plus propices et plus incitantes. Mais c'est aussi un sujet dont doivent se saisir les entreprises directement. Et pour ça, il y a évidemment le sujet du financement. Et c'est pas un sujet franco-français. Il faut œuvrer pour un marché plus unifié à l'échelle européenne. Et il y a le sujet du modèle. Qu'est-ce que c'est qu'une souveraineté pour une entreprise française et européenne? On parlait d'Airbus, etc. Et Airbus s'est aussi monté parce qu'à un moment donné, ils ont identifié une faille de marché, il n'y avait pas de moyen courrier, la 320, les États-Unis ont dit on n'y croit pas, aujourd'hui c'est l'avion le plus vendu au monde. Et donc un sujet qui est propre aussi aux entreprises et comment se positionner le plus souvent. Merci. Eva? Et bien, moi, en tant que juriste, je vais quand même revenir sur l'empilement des normes, parce que c'est vrai que je conçois que dans les ETI et même les grandes entreprises aussi, enfin toute entreprise a besoin quand même de moins de normes et surtout de moins de fluctuations dans les normes. C'est vraiment, nous sommes la stabilité, champions de transformation des régimes, des réformes successives, des dispositifs qui rendent, qui s'attaquent à la confiance et qui donc probablement ont un effet sur l'investissement dans nos entreprises. J'ai l'impression que vous faites des satisfaits là par ce message. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous toutes et à vous quatre pour ces informations sur l'innovation, et on sent qu'il y a des messages quand même qui sont passés. Merci beaucoup.